Mehdi, surpris, continuait de marcher d'un pas mécanique. Au même moment, Monsieur Berger apparut à l'entrée du lycée, et il fit un signe de la main en descendant les marches qui menaient à la loge. Mokhtar avait lui aussi aperçu Mehdi, et il faisait maintenant de grands signes, ses deux bras interminables se croisant en X, puis se dénouant en V, au-dessus de sa tête coiffée d'une taguilla blanche, comme s'il voulait ameuter la terre entière. Monsieur Berger s'arrêta à son niveau, et les deux hommes, qui ne se connaissaient pas, regardaient Mehdi qui s'avançait vers eux. Miloud, sur le pas de son antre, examinait la scène, ses yeux vifs allant de l'un à l'autre des protagonistes. Lorsqu'il n'y fut plus qu'à quelques pas de la loge, Mehdi s'arrêta, ne sachant s'il convenait de saluer d'abord Mokhtar ou Monsieur Berger, ou inversement. Il crut entendre le cruel Miloud ricaner méchamment. Mokhtar le délivra de son hésitation en s'avançant vers lui, ses babouches intempestives claquant sur les tommettes françaises. Le soulevant de terre d'un geste vigoureux, il le serra contre lui et lui donna 2 bises sonores sur les joues. Puis il le reposa et se lança dans une tirade à laquelle l'enfant, encore mortifié de ce viol en plein vol, ne comprit pas grand-chose. Il avait envie de s'essuyer les joues. Il avait l'impression que quelque chose de gluant prospérait là-dessus, mais n'osait pas le faire de peur de vexer le brave homme. Il se tourna en plein désarroi vers Monsieur Berger. Celui-ci, tout en souriant, feignit un ton de reproche pour lui demander : « Eh bien, Mehdi, tu ne nous présentes pas ?» Mehdi ignorait tout de cette opération sans doute très délicate. Comment présente-t-on les gens les uns aux autres? Et de toute façon, à quoi cela servirait-il? Ils pouvaient aussi bien tous les trois se jeter sur lui et le massacrer à coups de poissons congelés sans se connaître, sans avoir jamais été présentés les uns aux autres. Comme il ne répondait pas, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées, pourquoi voyait-il soudain une pluie de sardines verticales s'abattre roite sur les trois hommes? Monsieur Berger se tourna vers Mokhtar et lui tendit une main velue et franche que l'autre broya avec énergie, chacun s'exclamant dans sa langue et n'entendant rien aux effusions de l'autre. Miloud, se sachant polyglotte, se devinant l'homme de la situation, s'admirant pour cela, s'interposa avec autorité. « Ce civil, il accusa Mokhtar du doigt, c'est l'oncle du pitchoun. » Se tournant vers Mokhtar, Hada Nasrani, Taïdi el Malhouch, Kul Sebt ed Darhoun. Il baissa la voix. Abgaou i Rador Nasrani. S'adressant de nouveau à Monsieur Berger, ils ont un mariage dans la famille, mon colon, l'oncle. Il me l'a dit. Il doit mener le pitchoun au mariage. Si la coutume, si la tradition, il n'y a rien à faire, rompez. Monsieur Berger regarda Mehdi avec amusement. Ah, un mariage, tu m'en diras tant. Mehdi entendait tu m'en diras tant, et eut le cœur serré de se faire si cruellement brocarder par le père de Denis, lui qui d'habitude était si gentil envers lui. Mendier, il ne savait pas du tout comment se déroulait un mariage marocain, mais quand même, on n'allait pas mendier en procession, de par les rues, et les mariés tendant la sébile
en tête de cortège. M. Berger, sans se rendre compte de rien, continuait sur le même ton. Les grandes agapes, le méchoui, pour cela, on peut bien se passer des frites de monsieur ou de madame Berger. Bon, allez, bon week-end. Je vais dire à Denis et Ginette que tu as mieux à faire cette fois-ci. Ils sont dans la voiture, ils comprendront. Au revoir. Amuse-toi bien. Il tendit de nouveau la main à Mokhtar, qui cette fois-ci la serra du bout des doigts, le regard soupçonneux. En une phrase, Miloud lui avait révélé les sombres plans d'évangélisation de la tribu Nasrani. Mais comme il était sur leur territoire, il n'osa rien faire. Il prit Mehdi par la main et l'entraîna prestement vers la 2 chevaux qui attendait sur le trottoir, à côté de la belle Ford Taunus des bergers. En montant dans la voiture, Mehdi vit Denis assis à l'arrière, qui s'était retourné sur son siège et le regardait. Il fit semblant de ne pas le voir. Comparée à la Taunus aux formes si droites, si fines, cette maudite 2 chevaux était grotesque. C'était une espèce de canard obèse, au moins aussi ridicule que les 2 dindons qui avaient gâché son entrée dans le monde moderne. Mokhtar prit la route de Settat, en roulant avec précaution, le bras gauche posé en équerre sur la vitre baissée de la portière. Comme lorsqu'il avait amené Mehdi au lycée plusieurs mois auparavant, un autre siècle d'un autre ère, et s'engagea dans un long monologue ponctué d'éclats de rire et de grands coups du plat de la main droite sur la cuisse vite endolorie de l'enfant. Et de nouveau il faisait des signes cabalistiques au conducteur qu'il croisait, qu'il le remerciait d'un discret coup de klaxon. La route semblait lui appartenir. Il en était le sultan jusqu'au moment où se profilaient au loin les silhouettes des vrais archers du roi. Quelques heures plus tard, à la hauteur de Khouribga, il bifurqua sur la droite au lieu de continuer vers Beni Mellel. La voiture se dirigea en cahotant vers le centre de la petite ville qui était connue partout comme la capitale des phosphates. Mehdi, inquiet, jetait des coups d'œil à droite et à gauche. Qu'allait-on faire dans cette galère? Était-il victime d'un kidnapping, là, en direct? Il demanda timidement à Mokhtar pourquoi on était entré dans la ville. Du moins, était-ce là son intention? Mais il n'alla pas plus loin que « Lèche ». Pourquoi? Ne sachant comment formuler la suite. Mokhtar répondit sans se formaliser à la question à peine ébauchée. Ses explications volubiles et ponctuées de hennissements, peut-être riait-il, se réduisaient à ceci. Une lointaine cousine, l'Allatamou, allait épouser un certain Ahmed El Boumbi, c'est-à-dire Ahmed le pompier. C'était même le capitaine de la garnison. On ne se mésalliait pas. Et comme toute la famille de Beni Mellel venait assister au mariage, on avait pensé à aller quérir Mehdi en son royaume franc pour qu'il participe aux réjouissances, lesquelles réjouissances allaient durer au moins un jour et une nuit. Passé le centre-ville, Mokhtar continua jusqu'à l'orée de la ville. Là, il s'engagea dans un petit chemin qui menait à une bâtisse entourée d'un jardin immense dans lequel était dressée une tente caïdale, comme disaient les Français. Les gens du cru disaient une grande tente. L'entrée de la propriété était ouverte. Un moukhazni somnolait sur une chaise à l'ombre du portail. D'une main molle, il fit signe de passer, après avoir entr'ouvert un œil. Mokhtar gara la 2 chevaux à côté d'une R16 rutilante, d'une Buick d'avant-guerre et de quelques épaves. Des enfants jouaient dans le jardin, courant après un ballon de plastique jaune, en poussant des cris aigus.
Mehdi reconnut 2 ou 3 de ses cousins. Mokhtar et son protégé entrèrent dans la bâtisse. Un patio spacieux occupait la plus grande partie de l'espace avec des pièces disposées autour. Il y avait aussi un étage, une grande balustrade faisant le tour. Il aperçut sa mère, son frère et sa sœur assis dans l'une des pièces, une théière et des verres posés à côté d'eux. Il entra dans la pièce d'un pas hésitant, envahi par une sorte de gêne qu'il ne comprenait pas. Était-il devenu un étranger? Sa mère se leva vivement, se pencha vers lui, le serra dans ses bras et le couvrit de baisers. Tiens, elle avait mis du parfum, mais c'était une toute autre odeur que celle de madame Berger. Son frère et sa sœur lui firent la bise en le regardant avec curiosité. Il portait la chemise d'un autre, Saval, Mchiche, et un pantalon trop grand. Il crut voir de la moquerie dans leur regard, hésita. Devait-il s'énerver, bouder? Puis décida qu'il était bien content de les revoir. On lui posa quelques questions auxquelles il répondit par des signes de la tête, en lorgnant vers la théière. Il se rendait compte maintenant à quel point le goût du thé lui avait manqué. Sa mère lui tendit un verre qu'il se mit à siroter avec bonheur. Des gens entraient et sortaient. Certains se penchaient sur lui et l'embrassaient. Une grosse femme, qu'il ne reconnut pas, se jeta sur lui, l'humecta, puis l'étouffa dans ses seins énormes. Elle sentait le beurre rance, en pleurant. « Oulidi, Oulidi !» Cette femme se leurrait. Il n'était pas son fils. Quelqu'un allait la détromper. Personne n'intervint. Étrange. Elle passa instantanément des larmes au rire en étreignant la mère de Mehdi, et les 2 femmes se mirent à papoter joyeusement, s'exclamant toutes les 2 minutes, s'étreignant sans raison. Mehdi, se frottant la joue, sortit dans le patio qui commençait à se remplir d'invités, volubiles ou silencieux, échevelés ou dignes. En début de soirée, tout le monde se retrouva sous la tente ou en dehors. Dans la tente elle-même, un orchestre faisait un bruit d'enfer. Des violons tenus à la verticale grinçaient, des taharijas résonnaient. Des femmes lançaient des youyous. Son cousin Driss, un adolescent déluré, vint le pousser du coude en désignant une femme qui se dandinait sur une sorte d'estrade. « Tu as vu la jolie Chira ?» C'était donc ça, les fameuses chirates? Mehdi n'avait jamais vraiment compris ce qu'elles faisaient dans la vie, ces dames à la réputation sulfureuse. Il savait au moins cela. Elles avaient mauvaise réputation, puisqu'on parlait d'elles à voix basse en étouffant un petit rire. Et puis, quand un garçon voulait en insulter un autre dans la rue, il traitait sa mère de chira, ce qui déclenchait sur-le-champ une bagarre homérique. Cependant, Mehdi avait lu dans un livre une description détaillée des geishas japonaises et de leurs multiples talents. Les illustrations montraient des femmes au teint exagérément blanc, jouant d'un instrument de musique ou servant du thé à genoux à côté d'un samouraï hautain. Puisqu'elles portaient le même nom, Chira, geisha, c'était la même chose, avait-il décidé. Mehdi en avait déduit qu'il s'agissait des mêmes femmes. Intrigué par leur allée et venue entre Beni Mellel et le Japon, Mehdi avait gardé une vive curiosité envers ces luronnes, dont le nom était une insulte, mais sans lesquelles aucune fête n'était digne de ce nom. Et voilà qu'il en avait une devant lui. Il la regarda avec attention. Elle était plutôt grasse, couverte de bijoux et exagérément maquillée. Les joues rouges, les yeux charbonneux, la bouche sanglante. Il se dégageait d'elle une sorte d'indolence qui semblait masquer
des dangers divers, comme si un volcan sommeillait sous sa djellaba. La suite